J'étais dans la cuisine quand le téléphone de ma fiancée a sonné, affichant ce message, « Merci pour hier soir, demain à la même heure ». Elle m'a vu le lire, j'ai simplement hoché la tête et j'ai annulé tous les paiements du mariage. J'étais dans la cuisine à 6h40 du matin, les yeux fixés sur la bouilloire, en train de calculer le nombre de tables et de chaises, quand le téléphone de ma fiancée, posé à côté de la corbeille de fruits, a vibré. L'écran s'est allumé avec un message dont l'aperçu a suffi à anéantir le reste de la journée, « Merci pour hier soir, même heure demain ». Elle est apparue à l'embrasure de la porte alors que je regardais encore le téléphone. Je n'ai pas bougé la main, son regard a glissé vers l'écran, puis s'est posé sur moi. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai à peine levé le menton et j'ai reposé la bouilloire sur son socle, comme si de rien n'était. Ce fut la dernière seconde normale de nos fiançailles. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace pour ordonner les pièces du puzzle. Je ne cherchais pas des aveux, je cherchais un avantage et une issue qui ne mettraient pas le feu à ma vie. J'ai nettoyé le plan de travail, reposé son téléphone exactement sous le même angle et ouvert mon ordinateur portable. Le tableau Excel avec la liste des prestataires était encore ouvert de la veille. Les paiements semblaient aussi calmes qu'une eau dormante, acompte versé, solde final cette semaine, délai d'annulation se refermant comme des portes d'ascenseur. J'ai commencé par le lieu de réception, si je manquais ce délai, le préjudice financier serait considérable. Le contrat contenait une clause qui pouvait me sauver, les annulations dans les 10 jours ouvrables entraînaient la perte de la moitié de l'acompte, sauf en cas de défaillance du prestataire, de force majeure ou d'un report convenu. J'ai appelé, en prenant la voix d'un fiancé confronté à une urgence familiale imprévue. J'ai utilisé des dates, pas d'émotion, des phrases claires, sans pause. À la fin de l'appel, l'événement a été reporté dans leur système et le paiement final gelé. Un responsable a confirmé qu'il enverrait un email de confirmation. Le premier mur est tombé sans un bruit. Ensuite, ce fut le tour de la fleuriste. J'ai prétexté un problème d'approvisionnement inattendu et j'ai demandé une pause. La propriétaire, cordiale et pragmatique, a proposé de garder la commande en attente jusqu'au vendredi. Je l'ai remercié. J'ai fourni un numéro de contact alternatif et j'ai retiré la carte bancaire du paiement automatique. Alors que nous étions encore en ligne, la pâtissière m'a mis à l'épreuve, elle m'a demandé si tout allait bien entre nous. J'ai répondu que le calendrier changeait. Je n'ai pas menti. Quand Chloé est allée prendre sa douche, j'ai ouvert notre agenda partagé et le portail en ligne du mariage, où tous les prestataires avaient accès. J'ai modifié les paramètres pour que mon adresse email devienne le contact principal et j'ai limité ses permissions à un simple droit de consultation. Aucune alarme n'a sonné. Le système a accepté le changement, me laissant seul aux commandes d'un projet coûteux. Les remboursements ont besoin d'une destination. J'ai transféré l'argent des économies du mariage vers un compte à mon nom, ouvert depuis des années mais peu utilisé. J'ai activé les alertes de dépôt immédiat. Lorsque c'était possible, j'ai demandé des remboursements par chèque, l'argent tangible est plus difficile à annuler quand quelqu'un décide de jouer les héros après que la vérité éclate. J'ai transféré la capture d'écran du message vers une adresse email privée et j'en ai gardé une copie sur une clé USB. Ce n'était pas pour faire un scandale ou un spectacle, c'était pour préserver le contexte face à d'éventuels retournements de situation et des larmes théâtrales, une image, une heure, un fil conducteur clair qui pourrait être joint à d'autres preuves sans transformer cela en cirque. L'officiant de la cérémonie laïque a été simple, j'ai décalé la date de 6 mois et l'ai marqué comme provisoire. Le quatuor exigeait des frais partiels en cas d'annulation dans les 2 semaines, j'ai accepté la perte sans émotion. Le photographe m'a surpris, il a proposé de convertir l'acompte en un avoir valable pour tout événement futur. J'ai accepté, j'ai demandé une confirmation écrite et j'ai enregistré le document dans un dossier nommé modification, dupliqué dans le cloud et sur un disque dur externe. Il n'y avait pas de temps pour douter, la vitesse importait plus que la perfection. Quand elle est sortie de la salle de bain, enroulée dans une serviette, je lui ai servi un café et je l'ai posé devant elle. Elle a cherché quelque chose de tranchant sur mon visage, mais n'a rien trouvé. Elle a pris une gorgée, a simulé un bâillement peu convaincant et a laissé sa tasse à moitié pleine avant de s'habiller. Dès qu'elle a fermé la porte de la chambre, j'ai annulé les billets d'avion pour la lune de miel. La politique d'annulation était généreuse, le remboursement est arrivé en moins d'1 minute. Je l'ai imprimé et je l'ai rangé dans le dossier modification, qui s'alourdissait d'heure en heure. J'ai pris ma journée sans le lui dire. J'ai prétexté des courses et je suis parti tôt. Les courses incluaient le gel de la carte de débit du mariage à la banque,
l'annulation de la location du smoking et l'arrêt des livraisons de la liste de mariage avant même qu'elle ne commence. Chaque prestataire suivait le même protocole, nom, date, numéro de contrat, une brève surprise puis le passage à la reprogrammation ou au remboursement. J'avançais comme si je suivais une carte, sans permettre que le message du matin ne m'entraîne dans des questions théâtrales. J'avais besoin de contexte sans recourir à des détectives ni à des moyens illégaux. Les schémas parlent si l'on pose les bonnes questions. J'ai vérifié l'historique de ces trajets en VTC, cherchant des répétitions que personne n'imagine que vous puissiez vérifier, même point de départ et d'arrivée, même créneaux horaires lors de soirées censées être des réunions de travail tardives. J'ai exporté les données vers une feuille de calcul vierge et j'ai marqué les regroupements, 3 semaines de mardi et jeudi, alignés comme un diagramme. Les hôtels n'étaient ni romantiques ni exclusifs, ils étaient pratiques et discrets. J'ai vérifié les factures de téléphone non encore couvertes par le prélèvement automatique. Les numéros aussi se répètent. Un contact invisible apparaissait dans ces discussions, mais présent à des heures constantes. J'ai enregistré le numéro, je ne l'ai pas appelé, et je l'ai passé dans un service de recherche inversé. Il indiquait un opérateur dans une ville proche de son bureau. J'ai noté l'information et je me suis arrêté, sans structure, je me serais seulement perdu en conjecture. À midi, dans un café, j'ai examiné le budget comme un commissaire aux comptes. J'ai classé chaque poste, suspendu, remboursé, converti en avoir ou perte assumée. À côté de chaque prestataire, j'ai écrit une phrase expliquant la décision, si quelqu'un demandait plus tard, je pourrais relater les faits sans émotion. La feuille était volontairement clinique. Cela me donnait le sentiment d'être un adulte, pendant que ma vie personnelle trébuchait derrière une porte fermée. La première faille inattendue n'est pas venue d'un logiciel, mais d'une personne. La coordinatrice du lieu de réception a répondu à ma demande de report et a mis en copie le responsable du traiteur. Ce dernier a répondu à tous en confirmant qu'il pouvait maintenir les menus et, sans le vouloir, a mentionné le rendez-vous de dégustation de la mariée pour le lendemain après-midi. Le calendrier en pièces jointes incluait une note privée, un invité supplémentaire marqué comme +1 pour finaliser les sélections. J'ai confirmé le report avec courtoisie et j'ai proposé une nouvelle date. Ensuite, j'ai appelé le responsable avec une question innocente, l'accompagnateur pourrait-il prendre des décisions finales si l'un des fiancés n'était pas présent? Oui, à condition que le devis initial soit signé. J'ai remercié et raccroché avec une image qui ne me plaisait pas, mais qui me servait. Si cet invité apparaissait à nouveau, le schéma serait solide. De retour à la maison, j'ai écrit dans un carnet, conséquences. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la logistique, rendre les cadeaux déjà reçus, désactiver le site web du mariage, annuler les réservations d'hôtels pour les invités, rédiger un communiqué bref et neutre. Je ne savais pas si je l'utiliserais, l'écrire me stabilisait. À la tombée de la nuit, la moitié du budget était gelé, un quart remboursé ou converti en avoir, et le reste était assumable ou déjà perdu. L'émotion tentait de s'infiltrer toutes les quelques minutes, je la maintenais à l'extérieur en assignant des tâches à mes mains. J'ai rangé les marque-places, les panneaux décoratifs, les échantillons de ruban dans une boîte étiquetée. J'ai collé à l'intérieur une copie du résumé financier. Si je l'ouvrais, je verrais des chiffres, pas de la nostalgie. Elle a envoyé un message disant qu'elle rentrerait tard. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis rendu en voiture jusqu'au lieu de réception à l'heure suggérée dans la note du calendrier et j'ai arpenté les extérieurs comme un inconnu, étudiant le terrain. J'ai mémorisé les entrées, les couloirs de service et la vue depuis le hall jusqu'à la salle de dégustation. Je ne préparais pas une embuscade, je me préparais à être efficace. Cette nuit-là, l'appartement avait la même forme, mais un écho différent. Elle était sur le canapé, faisant défiler son doigt sur le téléphone avec une concentration forcée. J'ai préparé le dîner comme n'importe quel autre jour. J'ai posé des questions sur sa journée. Elle a répondu avec des tâches de routine et une plainte inventée concernant une imprimante en panne. Je n'ai pas insisté. J'ai fait la vaisselle, sorti les poubelles et vérifié que la clé USB était toujours à sa place. Avant de dormir, j'ai tenu la dernière promesse de la matinée, j'ai ouvert un document intitulé « Communiqué » et j'ai écrit un paragraphe simple, le mariage a été reporté pour des raisons privées. Tous les prestataires ont été informés et aucun autre détail ne sera partagé. Je l'ai imprimé et je l'ai rangé dans le dossier modifications. J'ai éteint la lampe et j'ai regardé le plafond, jusqu'à ce que les chiffres cessent de s'organiser en figures. Le silence entre nous n'était pas une trêve,
c'était une piste de décollage pour l'aube. J'avais annulé chaque paiement récupérable, rassemblé les premiers indices d'un schéma et marqué sur le calendrier le moment où la vérité devrait arriver à l'heure. Le lendemain matin, Chloé est partie plus tôt que d'habitude. Ses adieux ont été légers, mais pas détendus. Je l'ai observée depuis la fenêtre, marchant avec le téléphone déjà à la main. Je ne l'ai pas suivie, j'avais d'autres ressources. Le rendez-vous de dégustation était à midi. Je suis arrivé 30 minutes avant et je me suis garé assez loin pour observer sans attirer l'attention. À midi pile, elle est entrée avec une robe que je ne lui avais jamais vue, coiffée comme pour un événement. Un homme la suivait, grand, costume sombre, sans cravate, se déplaçant avec familiarité. La coordinatrice les a salués et les a conduits dans la salle. Je n'avais pas besoin de photographie, juste de mémoriser son visage. Ils sont restés à l'intérieur 45 minutes. Ils sont sortis en riant. Elle portait une petite boîte, probablement des échantillons. Ils se sont dirigés ensemble vers le parking de l'autre côté. J'ai noté l'immatriculation de son véhicule et j'ai attendu qu'il parte. Cet après-midi-là, j'ai utilisé un outil de recherche faciale destiné aux journalistes. En 10 minutes, j'ai obtenu une correspondance dans un communiqué d'entreprise, nom, Marc Dubois, poste, directeur régional des ventes, logo de l'entreprise, profil public avec femme et 2 enfants. Le même visage qui était sorti avec ma fiancée. Ce fut le premier lien solide. Elle voyait quelqu'un de son environnement professionnel avec une régularité suffisante, et sa famille existait comme dommage collatéral. Je ne suis pas allé directement voir sa femme. Pas encore. Avant, j'avais besoin de compléter la carte. L'étape suivante a été de vérifier son calendrier. Elle en utilisait un synchronisé dans le cloud, lié à notre liste de courses partagées, donc je pouvais voir la plupart de ses événements. Le détail résidait dans une étiquette privée qu'elle utilisait parfois pour de supposées réunions de travail. J'ai exporté 3 mois de ses entrées et je les ai comparées avec les registres de transport que j'avais obtenus la veille. Le croisement était clair, les mardis et jeudis soirs, et certains vendredis à midi. Toujours les mêmes 2 endroits, un hôtel de charme dans le centre de Lyon et un restaurant chic à un pâté de maison du bureau de cet homme. Pour confirmer sans l'alerter, j'ai appelé un ami qui travaillait dans un bar en face de ce restaurant. J'ai parlé avec naturel et je lui ai demandé s'il l'avait vu récemment. Il n'a pas hésité, oui, avec un homme en costume. Ils sont passés après le dîner jeudi dernier. Il semblait un peu trop à l'aise. Avec cela, j'avais déjà 4 confirmations indépendantes du même lien. Pendant que le schéma devenait évident, je continuais à démonter le mariage. Le groupe de musique a suivi, je leur ai dit que l'événement était reporté indéfiniment et j'ai demandé leur politique d'annulation. Ils ont accepté un remboursement partiel. Le plus important, ils ont libéré la date. La maquilleuse a été plus compliquée, elle a insisté pour conserver la réservation non remboursable, mais a également libéré le jour. Chaque appel, chaque ajustement contractuel était comme retirer une autre brique d'une structure qu'elle croyait encore debout. Cette nuit-là, elle est rentrée à la maison en fredonnant, probablement une mélodie du restaurant. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, sans me regarder dans les yeux. Je lui ai répondu l'essentiel, des courses, une réunion, les embouteillages. Elle a hoché la tête, est entrée dans la chambre et a fermé la porte à clé pour se changer. Je suis resté dans la cuisine, traçant des lignes rouges sur la feuille de budget. Le lendemain matin, j'ai décidé de confirmer la voiture de Marc. Je me souvenais d'où il s'était garé au domaine. J'ai fait une recherche rapide dans les informations publiques, une simple vérification de la plaque d'immatriculation via une application de stationnement. Elle correspondait au nom que j'avais trouvé en ligne. Cette pièce me permettait de le suivre sans les suivre physiquement. Si sa voiture apparaissait près de l'immeuble de ma fiancée ou près de son bureau en dehors des heures de travail, je le saurais. 3 jours plus tard, c'est arrivé. Jeudi, 20h17, son véhicule était garé devant son immeuble, alors qu'elle disait être à un dîner avec des clients. Je n'ai pas attendu pour en voir plus. J'ai enregistré l'observation et je l'ai ajouté au schéma. J'en avais maintenant assez pour contacter sa femme, Sophie. Je l'ai trouvée sur la page d'entreprise de son mari, identifiée sur une photo d'un événement caritatif. En croisant son nom, le profil d'une petite entreprise de design est apparu. J'ai rédigé un bref message anonyme avec les dates et les lieux, et je l'ai terminé par « Ceci n'est pas une rumeur, décidez vous-même comment vous voulez le confirmer ».
Je l'ai envoyé depuis une adresse email jetable et j'ai fermé l'onglet. 2 jours se sont écoulés sans signe visible. Chloé était d'une humeur inhabituellement joyeuse, elle a même proposé que nous sortions nous promener pour voir des idées de décoration pour la réception. J'ai accepté, notant mentalement avec quelle facilité elle changeait de monde. Nous avons passé 1 heure à faire semblant de parler de fleurs, pendant que je cataloguais ses gestes, comment elle regardait son téléphone chaque fois qu'il vibrait, comment son sourire se crispait lorsqu'un message arrivait au milieu d'une phrase. Le dimanche soir, la réponse à l'email anonyme est arrivée, bref. Je sais. Demain, je vois mon avocat. Merci. Sans nom ni dramaturgie, mais suffisant pour savoir que le message avait eu de l'impact. La couche extérieure de sa vie secrète était sur le point de se briser. La phase suivante n'était pas la confrontation, c'était l'accélération. J'ai contacté le service traiteur en prétextant une réduction du nombre d'invités. Quand ils ont demandé le nouveau nombre, j'ai répondu 0 et j'ai demandé une annulation totale sous la clause du minimum garanti. Ils ont hésité, mais ont accepté de rembourser 75%. L'argent est arrivé sur mon compte privé 2 jours plus tard. En même temps, j'ai annulé le bloc de chambre réservé pour les invités venant de loin. La libération a été immédiate. Chaque couple qui avait réservé avec notre code a reçu un courriel automatique l'informant que le bloc n'était plus disponible. Je savais que cela lui parviendrait par un ami ou un cousin qui essaierait de réserver. C'était l'intention, de petits vides confus dans son récit. En milieu de semaine, elle a mentionné que sa cousine avait appelé au sujet de l'hôtel. Elle a demandé si j'avais changé quelque chose. Je lui ai dit que je révisais les dépenses. Elle n'a pas insisté, mais son regard est resté pensif. Le jeudi, elle est encore restée tard. Je ne l'ai pas suivie, ce n'était plus nécessaire. Au lieu de cela, j'ai compilé une chronologie principale avec chaque observation vérifiée, chaque voyage, chaque événement croisé avec nos plans partagés. Le chevauchement était indéniable. Le vendredi matin, la tension silencieuse était prête à se rompre. Le remboursement du traiteur avait déjà été crédité. Le domaine a envoyé un courriel demandant si nous confirmions une nouvelle date. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé la chronologie, les reçus et les devis dans un dossier à l'intérieur de ma mallette. À 9h12 du matin, j'ai reçu le premier appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était le responsable de nuit de l'hôtel avec qui j'avais parlé lors de mon enquête. Son message a été bref, vous voudrez peut-être passer ce soir. Je pense que vous voudrez voir ça par vous-même. Cela a suffi. La journée a avancé avec la tension d'un ressort comprimé. Elle a écrit à midi, disant qu'elle rentrerait tard à cause d'ajustements de dernière minute avant un grand projet. Je n'ai pas répondu. À 18h45, je me suis garé près de l'hôtel et j'ai attendu. À 19h10, sa voiture est apparue. Marc était sur le siège passager. Ils n'ont pas essayé de se cacher. Ils sont sortis ensemble et sont entrés côte à côte. Depuis ma position, j'ai vu le réceptionniste leur indiquer l'espace du bar. Quelques minutes plus tard, une autre femme est entrée, une trentaine d'années, manteau noir impeccable, une assurance absolue dans sa démarche. Je l'ai reconnue instantanément grâce à la photo de l'événement caritatif, Sophie, sa femme. Elle n'est pas passée par la réception, elle est allée directement au bar. 10 minutes plus tard, une altercation a éclaté. Les murs de l'hôtel amplifiaient le son. J'ai d'abord entendu sa voix, basse mais ferme, posant des questions sur des dates, des reçus et le parfum dans sa voiture. Il a essayé de l'écarter. Elle n'a pas bougé. Ma fiancée était paralysée, la main suspendue au-dessus de son verre. La dispute a dégénéré. Il a nié. Elle a sorti des papiers, peut-être des impressions, et les a jetés sur le comptoir. Les clients regardaient ouvertement. Le personnel a essayé d'intervenir. Puis est arrivé le moment que j'attendais. Sophie s'est tournée vers ma fiancée, l'a appelée par son nom assez fort pour que tout le monde entende et a dit « Vous avez brisé mon mariage, et vous allez le regretter amèrement. » Silence absolu. Ma fiancée a essayé de parler, mais elle a été interrompue. La femme a pris son sac et est partie. Je n'ai pas bougé de la voiture. Ce n'était pas nécessaire. Quand je suis rentré à la maison, mon téléphone vibrait déjà avec des messages d'amis communs. C'est vrai, que s'est-il passé à l'hôtel, pourquoi n'as-tu rien dit? Je n'ai répondu à aucun d'eux.
J'ai envoyé les annulations définitives aux prestataires restants, salles, officiants, transports. J'ai joint des lettres formelles citant des différends irréconciliables et j'ai demandé des remboursements ou des avoirs. Chaque confirmation est allée sur mon compte privé. À 21h30, elle est entrée, maquillage coulé, plus furieuse que repentante. Elle a posé son sac et a commencé, « Tu ne vas pas croire ce que... » Je l'ai interrompu avec un simple « Je sais déjà ». Rien de plus. Sans question, sans élever la voix. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé à clé. Le samedi matin, j'ai agi pendant qu'elle dormait. J'ai emballé l'essentiel, le dossier et la clé USB. J'ai laissé l'appartement, les meubles et les comptes communs intacts. Sur le plan de travail, j'ai placé une enveloppe avec le détail de chaque paiement du mariage, de chaque remboursement et du solde actuel. En dessous, en texte clair, tout est annulé. Pour le reste, c'est à toi de t'expliquer. Je me suis installé dans l'appartement vide d'un ami et j'ai observé les conséquences de là-bas. À midi, son père a appelé, d'un ton tendu. Il a dit qu'il en avait assez entendu et qu'il retirait le financement de son projet de start-up. Il a qualifié son comportement d'imprudent et de honteux. Il m'a demandé de prendre soin de moi. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Cet après-midi-là, la réaction en chaîne battait son plein. La femme de Marc a publié un message ambigu mais direct sur la fermeture d'un chapitre avec quelqu'un qui ne valorisait pas la confiance. Les gens ont fait le lien. Les réseaux sociaux de ma fiancée sont devenus silencieux. Ces demoiselles d'honneur l'ont retiré des groupes de discussion. Plus tard, j'ai reçu un email du photographe confirmant que l'avoir restait à mon seul nom et ajoutant « Si vous en avez besoin pour un autre événement, faites-le moi savoir. » Et je suis désolé. Cette simple sympathie m'a touché plus que n'importe quelle parole de sa part. À ce moment-là, sa structure pliait sous le poids. Le mariage de son amant fracturé, nos fiançailles terminées, son financement évaporé et le mariage inexistant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le dernier mouvement n'était pas une humiliation publique, mais la fermeture silencieuse de portes. Le dimanche, j'ai retiré mon nom du bail, j'ai fait suivre mon courrier et j'ai sécurisé tous les comptes partagés. J'ai supprimé le site web du mariage, j'ai effacé la liste des invités du fichier partagé. Il n'est resté que le silence. À midi, la responsable du domaine a appelé pour confirmer qu'elle avait bien reçu l'annulation. Elle a mentionné que ma fiancée avait essayé de l'annuler ce matin-là, mais que le contrat était déjà traité et que la date avait été libérée. Un autre couple l'avait déjà réservé. Peu de temps après, la fleuriste a envoyé un email confus. Chloé était allée en personne demander des nouvelles de son bouquet et on l'avait informé qu'il était annulé et partiellement remboursé. Des semaines auparavant, elle avait essayé de discuter, mais la demande signée avait clos le sujet. Chaque prestataire était maintenant un mur. Sa mère m'a appelé, elle a essayé de paraître neutre, demandant si nous pouvions reporter. Je lui ai dit que les fiançailles étaient définitivement terminées. Elle a soupiré et a admis, je l'avais prévenu. Je lui ai dit de ne pas prendre les choses pour acquises. La femme de Marc a engagé une procédure de divorce, a vidé le compte joint et a changé les serrures. Il avait déjà des difficultés professionnelles auparavant, ce scandale a été le coup de grâce. Aujourd'hui, en milieu de semaine, ma fiancée a essayé de me contacter. D'abord, un long message parlant de malentendus. Je l'ai ignoré. Ensuite, un plus court m'accusant de ruiner sa vie. Je l'ai également ignoré. La vérité n'avait pas besoin de ma voix. Le jeudi, son cousin m'a dit que l'entreprise financée par son père était officiellement morte, sans investissement, avec des factures impayées. Lors d'un dîner de famille, elle m'a blâmé, personne ne l'a soutenue. La chute sociale a été rapide. Des amis ont cessé de la suivre, deux proches ont cessé de répondre lorsqu'elles ont appris ce qui s'était passé à l'hôtel. Je suis resté silencieux. Des semaines plus tard, le photographe a de nouveau écrit. Elle avait essayé de réserver une petite cérémonie. Il a décliné, lui rappelant que l'avoir appartenait exclusivement au titulaire du contrat. C'est là que j'ai su que tout était fini. Elle n'avait ni salle, ni fonds, ni réseau de soutien, ni moyen de refaire l'histoire sans que la scène de l'hôtel ne réapparaisse. L'homme qu'elle voyait était plongé dans son propre désastre. J'ai avancé sans spectacle. L'argent remboursé a couvert mon déménagement et m'a offert un nouveau départ. J'ai conservé les avoirs à mon nom, peut-être que je les utiliserai un jour. À la fin, il n'y a pas eu de cri ni de publication vengeresse,
seulement le démantèlement silencieux d'une vie qu'elle croyait sûre, désassembler pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de solide. Elle se réveillera chaque jour dans la même ville, face aux mêmes personnes, sachant que tout le monde connaît l'histoire et que celle-ci n'est pas venue de moi. Ce fut la conséquence, et cela durera bien plus longtemps que n'importe quel mariage. Commentaire, je sais que les émotions exprimées ici résonnent profondément en beaucoup d'entre vous. Parfois, la plus grande preuve de force n'est pas de faire du bruit, mais de choisir le silence et la paix intérieure. Poser des limites fermes face à ce qui nous blesse est un véritable acte de respect envers soi-même. Face à la déception, nous avons toujours le choix de nous retirer avec dignité plutôt que de nous perdre dans la colère. Chaque action porte en elle ses propres conséquences, et nous n'avons pas besoin de forcer les choses pour que l'équilibre naturel reprenne ses droits. Fermer une porte douloureuse est souvent la première étape nécessaire pour se construire un avenir plus sain et serein. Gardez votre cœur ouvert à la gentillesse, même lorsque d'autres ont trahi votre confiance. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous protégez votre tranquillité d'esprit au quotidien. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre sérénité n'a aucun prix. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser